Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, nous sommes en direct et en studio avec Christian Brice. Il est médecin urgentiste à l'hôpital Yves Le Foll à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Il est également délégué régional de l'association des médecins urgentistes de France. Il est venu en studio. Je vous en remercie, Christian Brice. Bonjour. Bonjour, merci à vous surtout. Alors Christian Brice, beaucoup d'actualités toujours sur le front de cette pandémie, de ce Covid-19 dont on a l'impression qu'on ne se débarrassera pas de sitôt. Quelle est la situation aujourd'hui dans les hôpitaux et à Saint-Brieuc par exemple? À Saint-Brieuc, clairement, l'activité Covid a monté depuis 3 semaines. Ça faisait suite en fait aux vacances scolaires et effectivement avec l'arrivée de nos touristes, mais et des gens aussi qui ont leur résidence secondaire, mais bon, ce qui est tout à fait normal. Et effectivement, par contre, ça a fait monter nos chiffres puisqu'il y a beaucoup quand même de gens qui viennent de régions qui étaient quand même assez contaminés. Et là, effectivement, on est vraiment monté assez fort avec l'ouverture d'une deuxième unité à Saint-Brieuc là pour s'occuper des patients Covid. Donc on est passé d'une unité qui était il y a un mois avec 10-12 patients, ensuite à 21, et puis maintenant on est autour de 35 patients avec quasiment une deuxième unité qui va être pleine, quoi. Donc là on est en train de monter fort, mort, effectivement. Voilà. Est-ce que la situation est plus grave, je mets les guillemets qui s'imposent, mais plus grave que lors du premier confinement ou du second, ou est-ce qu'on reste encore à des taux acceptables, si on peut employer ce terme? Bien sûr. C'est vrai qu'on s'est quand même finalement habitué à la médiocrité, mais oui, la situation, elle est bien plus grave là pour nous, en tous les cas en Bretagne, c'est évident. On faisait partie d'une exception un petit peu géographique là il y a quelques mois, même quelques semaines au final. C'est effectivement bien terminé là pour le coup, et ça va. On sent bien que le nombre de morts va être supérieur, bien supérieur à la deuxième vague en tous les cas en Bretagne, et c'est là que c'est un petit peu triste parce que ça fait 1 an qu'on y est, et finalement depuis 1 an on n'a rien appris et rien n'a été mis en place, notamment le gouvernement, je crois, n'a pas compris en fait la notion du manque de lits et du manque de personnel, c'est-à-dire que pendant 1 an ils ont rien réouvert, quoi. On avait contraint l'hôpital en fermant depuis de nombreuses années des lits, en fermant des hôpitaux, même des unités. Là, il y a la crise et on n'ouvre pas de lits. Comment cela se fait-il finalement? En fait, c'est le dogme habituel en fait qu'on vit nous à l'hôpital depuis 20 ans, qui est le dogme en fait de fermeture des structures publiques, qui touche pas d'ailleurs que les hôpitaux. Mais c'est vrai que c'est une vraie catastrophe en cas de crise sanitaire. C'est de toute façon, comme je vous le disais, on s'est habitué nous à la médiocrité, nous dans notre métier depuis 20 ans. Bon, ce qui me concerne, 18 ans de carrière. On voit bien qu'il y a une vraie dégradation et effectivement, c'est vraiment un dogme. C'est un dogme capitaliste. Enfin. Employer des mots qui fâchent, mais clairement c'est ça. C'est un dogme d'économie et en fait de politique libérale. Et en fait, effectivement, c'est pas compatible avec une médecine de qualité pour tous. Aujourd'hui, on entend différentes voix qui s'élèvent. Hier soir, Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'est exprimé dans sa conférence de presse hebdomadaire désormais. Il y a eu ces annonces. Comment vous les avez reçues, vous, médecin urgentiste? On les écoute quasiment même plus. Enfin, on va dire, on va attendre parce qu'on sait qu'on n'en tirera rien. À ce moment, depuis quand même quasiment 1 an, on est dans de la propagande politique, en fait, qui vise à cacher nos manques de moyens et finalement nos difficultés, par exemple, à trouver des vaccins, à trouver des traitements, à trouver des masques, des blouses. Et en fait, tant nous, on a bien compris en fait qu'ils nous avaient abandonnés depuis longtemps. On le sait quasiment depuis la canicule, que le gouvernement à ce moment-là nous abandonnait en cas de crise, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Sauf que là, l'enjeu, évidemment, il n'est pas des 17 000 morts de la canicule de l'époque. L'enjeu, là, il est qu'on va dépasser les 100 000 morts au mois d'avril, et c'est quand même une catastrophe incroyable qui est en train de se dérouler, avec une absence totale de décision et de courage politique. On parle de guerre contre le virus. On a d'ailleurs ce comité ce comité scientifique qui se réunit autour du président de la République, qui tient plus du conseil de guerre que du comité scientifique. Est-ce qu'il y a trop de décisionnaires finalement? Est-ce qu'il aurait fallu aller plus directement au but? Alors en fait, le vrai problème, c'est qu'effectivement, les décisionnaires, là, ceux qui gravitent en tous les cas autour on va dire, du ministère de la Santé, surtout au ministère de la Santé, c'est les mêmes. Effectivement, je vais parler de M. Salomon, qui est le directeur de la DGOS, on va parler du professeur Carly, du professeur You, ce sont les mêmes gens en fait qui conseillent depuis 20 ans. Le professeur Carly, par exemple, pour le vaccin H1N1, c'était déjà lui qui conseillait Roselyne Bachelot, et ces gens-là sont encore là 10 ans après à donner des conseils, alors qu'ils sont plus sur le
terrain, mais depuis très longtemps, parce qu'en fait, ils gravitent dans la politique. Et en fait, l'élite bien pensante parisienne, aujourd'hui, en fait, tue la province et tue aussi la PHP, là, qui est en grosse difficulté, avec effectivement un Martin Hirsch qui est complètement irrationnel dans ses prises de décision. Là, ils sont en train de fermer l'hôpital de Bondy au moment où on a besoin de lits. Ils sont en train de vendre une partie de l'hôtel Dieu de Paris pour faire une galerie de commerce de luxe. Enfin, on est dans des choses qui sont complètement délirantes. Et tous ces gens-là, en fait, on n'est pas loin quand même de... Enfin, faut dire les choses, mais je pense qu'ils sont à la fois coupables et responsables de la situation actuelle. Quand on en sortira, parce que on va espérer quand même, c'est important, quand on en sortira de cette situation, il faudra pointer des responsabilités? Alors, je pense qu'il ne se passera rien, faut être honnête. On voit actuellement que dans nos gouvernements, on voit avec les dernières affaires judiciaires, politiques, pour Sarkozy, pour d'autres, excusez-moi de citer des gens de politique, mais bon, on voit bien qu'il ne se passera rien en fait de ce côté-là. Je crois que la seule façon de changer les choses, effectivement, c'est la mobilisation. Et puis c'est surtout le vote. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de voter pour des gens qui sont des capitalistes, banquiers, et qui emmènent en fait finalement la société dans laquelle nous on vit, dans laquelle nous on a les pieds sur terre, en fait, un petit peu à l'abattoir là. On aurait dû consulter le terrain, la base, vous, les médecins urgentistes, qui êtes sur le terrain tous les jours, qui êtes confrontés à la détresse de ces malades du Covid et bien d'autres, bien entendu, à la mort aussi. Est-ce qu'on aurait dû vous consulter ? En fait, globalement, le médecin sur le terrain n'est jamais écouté. Tout comme les infirmiers sur le terrain, les soignants, enfin les médecins font partie des soignants pour moi, donc globalement on nous écoute jamais, et en fait je vous dis c'est parce qu'en fait il y a des dogmes qui sont vraiment ministériels par rapport à tout ce qui est public, et que l'hôpital finalement compte peu, on va dire comme l'éducation compte peu, et je pense qu'en fait on vote pas pour les bonnes personnes. Alors moi je sais pas pour qui je vais voter aux prochaines élections, mais je sais pour qui je voterai pas, mais c'est vrai que c'est assez catastrophique de se rendre compte qu'en fait, dans ces moments de crise, alors qu'on pourrait en être sorti depuis très longtemps, enfin j'en veux pour exemple, vous avez vu cette semaine l'Organisation mondiale du commerce sous l'Inde et l'Afrique du Sud ont demandé à ce qu'on lève les brevets pour le vaccin, ce qui aurait permis en France d'en fabriquer des millions et qu'on puisse pour le coup aller très vite, parce qu'en France on n'a plus rien, on ne sait même pas faire des masques, enfin on sait faire des masques mais on n'a pas l'entreprise qu'on fait, et la France a voté contre. La France a voté contre alors qu'on n'est pas capable de faire des vaccins, qu'on n'a pas été capable de les commander, on vote contre. Ça veut dire qu'en fait, globalement, quand ils votent ça, alors la France et l'Europe derrière aussi a voté contre, mais quand on vote ça, on sait que globalement, on ne va pas pouvoir vacciner les gens avant cet été. C'est une maladie qu'on ne maîtrise pas, on n'arrête pas de leur dire on ne la maîtrise pas, on ne sait pas si elle ne va pas durer 3-4 ans comme la grippe asiatique. Donc en fait, oui, là en tout cas en termes d'écoute, non, on n'est pas du tout là où on devrait être. Ouais. Alors on parle de tenter de maîtriser ce foutu virus qui circule, alors on a les gestes barrières, on a toutes ces dispositions, ces protocoles, on parle de protocoles, un de plus qui devrait arriver d'ailleurs dans les écoles, à un moment où on voit, tout comme les personnels soignants, finalement le personnel d'éducation nationale qui est un petit peu à bout. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des détresses humaines aussi? Alors là, je vais vous demander, à vous qui êtes urgentiste, Christian Brice, est-ce qu'il y a des détresses humaines dans les services aujourd'hui? Pour le personnel du Voilà, pour le personnel. Alors en fait, oui, je pense que là, il y a un vrai sentiment de lassitude qui s'est installé. Là, on sait que nous, il va falloir pour la 3e fois, et encore, on a quand même été moins exposés que nos collègues de région parisienne, surtout nos collègues de l'Est. On sait qu'il là, on va falloir qu'on remette un 3e coup de collier, puisqu'il va falloir qu'on gère en fait cette 3e unité de Covid là qui va s'ouvrir, et puis surtout des patients en fait qui sont quand même là pour le coup assez graves quand ils arrivent. Donc on sait qu'on va s'exposer encore, puisque le vaccin n'est pas efficace à 100%, que tous la politique vaccinale à Saint-Brieuc a été quand même, en Bretagne globalement est catastrophique. Donc on sait qu'on va s'exposer. Donc oui, les soignants, on a eu 10% de malades à peu près, sur un hôpital de 3600 personnes, vous voyez, ça compte. Ça fait déjà du monde. Ça commence à faire du monde. Par contre, la couverture vaccinale est de 60%, un peu plus de 60%. Donc les gens sont allés se faire vacciner, contrairement à ce que disent les politiques. Les 63%, vu ce qu'on nous a proposé comme vaccin, je peux vous dire que c'est beaucoup. Et en fait, tous ces gens-là, en fait, qui ont l'impression d'avoir fait des efforts, se rendent compte qu'encore une fois,
fois. Il va falloir aller travailler alors qu'on est encore fatigué. Il y en a qui vont revenir encore, qui seront plus malades, mais qui seront encore extrêmement handicapés par la pathologie Covid. Donc effectivement, le fait que nous, on s'expose et puis que derrière, on sente bien qu'ils ne veulent pas réouvrir des lits, qu'ils ne veulent pas engager du personnel, qu'on n'aura pas de lit de réanimation si la crise dure encore 1 ou 2 ans, ce qui est possible avec l'arrivée des variants. On ne sait vraiment pas où on va, faut être honnête. Donc là, on sent bien que oui, on arrive probablement à un tournant. En tous les cas, pour le post-Covid, il y aura probablement des carrières qui vont s'arrêter. Ouais. Les gens ont une lassitude, en ont marre. Oui, je pense un peu comme toute la population en fait, hein, globalement. C'est-à-dire que nous, on est au travail, on subit en fait une pression qui est assez importante. Et puis finalement, quand on rentre chez nous, on subit en fait la vie sociale que tout le monde subit, c'est-à-dire le manque d'amis, le manque de repères sociaux. On sait quand même que c'est ce qui a mené quand même à la société actuelle, c'est la culture de l'égoïsme, hein, comme on dit. Enfin, c'est quand même le manque de solidarité. Oui, c'est ça. On en est là. On avait vu vraiment la première vague quelque chose qui était très beau, hein, effectivement. Avec des gens qui étaient très qui nous remerciaient, qui des applaudissements, voilà. Et en fait derrière par exemple M. Véran nous avait promis au mois de juillet 12 000 lits de réanimation. Bon, on en était à 5 000, on reste à 5 000 et la jauge c'est 5 000. Donc en fait ils sont capables de nous dire on peut monter à 7 000, mais tout ça c'est du pipeau. Enfin, il faut quand même se rendre compte que monter à 7 000 c'est mettre des folies dans des services de post-réveil, de salles de réveil, de blocs de chirurgie, des choses comme ça, avec des personnels soignants qui sont très bons mais qui ne sont pas habitués à faire de la réanimation. En fait tout ça on sait qu'on n'a pas le choix, ce sera mieux que rien, mais que c'est pas adapté à la situation. Il y a une forme d'improvisation. Complètement. Enfin, complètement, bien sûr. On entend des voix qui disent, voilà, aujourd'hui, on déplace des malades de la région parisienne pour les envoyer dans le Grand Ouest. Alors ici, on en prend notre part en Bretagne. Alors il ne s'agit pas de juger le fait qu'on puisse soigner des gens dans la détresse. On ouvre en catastrophe des lits à Paris, la PHP entre autres. Mais voilà, ça ne suffit pas parce que cette vague, elle est énorme. Des voix s'élèvent pour dire qu'il aurait fallu confiner très vite et très sévèrement. Quel est votre point de vue là-dessus ? C'est sûr que avec du recul, c'est vrai que ça va être... il aurait fallu me demander avant, peut-être que j'aurais eu raison, mais... non, mais je crois que la fenêtre qui est ratée... Enfin, la vraie fenêtre, c'est le manque de moyens et le manque de lits. Ça fait 1 an qu'on y est. Au moment où ça se développe, ils auraient dû dire... on y va, ça fait des années que sur le terrain réclament des lits, il faut y aller. Ça n'a pas été fait. Donc du coup, il y en a des jauges qui sont très très basses par rapport à la situation sanitaire. Ça, c'était quand même une grave erreur de tous les gouvernements successifs et de celui-là en particulier. Sur le confinement. Oui, sur le confinement, en fait, la fenêtre, elle était clairement au moment des vacances scolaires. C'est-à-dire que quand le professeur Delfrécy, qui fait partie de la commission scientifique, qui sont des hommes vraiment brillants, enfin clairement, dit ce qu'il faut, c'est regrouper les 6 semaines en 3 semaines et fermer pour tout le monde 3 semaines de vacances scolaires, et puis là on casse l'épidémie une bonne fois avant l'hiver, et peut-être qu'on arrivera à aller jusqu'au mois de mai où les températures de l'année dernière se sont réchauffées et où finalement l'épidémie a été en chute libre. Donc la fenêtre en fait elle est là, à partir du moment où nous effectivement au mois de janvier Monsieur Macron, notre président, nous dit je prends la main et c'est non, pour des raisons économiques, sociales, et parce que la population ne veut pas. Pendant moment il fait ça, nous on sait qu'on c'est fini. On sait que la 3e vague, elle va être énorme. La commission scientifique le sait. Et puis derrière, on rouvre pas le lit. Ils sont 2 mois. Et même, je vous disais, on déclare la vente de l'Hôtel Dieu, on déclare la non-ouverture de Bondy. Enfin voilà, on est complètement à l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire. Mais le confinement, oui, il aurait été... dans la mesure où on n'a pas de vaccin, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Et le vaccin ne sera pas efficace tout de suite. Il faut quelques semaines, quelques mois peut-être, pour que déjà on ait les bénéfices. Complètement, ouais. Ouais. Bon, globalement, non seulement on a un retard qui est fou, on a un retard qui est fou quand même. Globalement, faut pas compter à ce que ça puisse ralentir quoi que ce soit avant le mois de mai. Et encore même là, sur un plan statistique, puisque de toute façon, l'année dernière, au mois de mai, sans vaccin, l'épidémie a chuté, ce sera peut-être même pas la vaccination. Alors après, le gouvernement continuera probablement de se gargariser, de faire sa propagande politique pour dire regardez ce qu'on a réussi à faire, l'épidémie est cassée. Voilà. On saura s'il n'y a pas de 4e vague en vrai, je pense. On peut l'imaginer, cette 4e vague ? À mon avis, elle est pour le moment évidente. Enfin, alors peut-être à 1 degré moins de ce qu'on va subir. Là, clairement, en fait, on verra après celle-là. Enfin, on ne sait pas à quelle hauteur elle va monter, celle-là. En fait, elle va probablement être très longue dans la durée. Il n'y aura peut-être pas le pic, mais c'est un pic qui va s'étaler finalement sur plusieurs semaines. Espérons moins de 2 mois, quoi. Ouais. En termes de confinement, on confine certaines régions aujourd'hui, mais les gens peuvent quand même circuler d'une façon ou d'une autre. Si j'habite les Hauts-de-France, je peux quand même venir d'une façon ou d'une autre en Bretagne. Il n'y a pas un gendarme derrière chaque arbre. Là aussi, le confinement, il fallait être plus sévère sur ce confinement régional.
Mais je pense que les gens, en fait, ils étaient prêts s'il n'y avait pas eu un gouvernement hésitant. C'est-à-dire qu'ils avaient beau dire, en fait, 60%, alors je crois que c'était même 74% de la population ne veut plus de confinement pour des raisons évidentes, familiales et sociales. Je crois quand même que s'ils avaient été clairs à un moment, on a comme l'impression que là, actuellement, il n'y a plus de pilotes dans l'avion. C'est-à-dire qu'on est un petit peu à tâtons, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan parce qu'ils n'ont pas de lit. Parce que s'il y avait des lits, en fait, on pourrait soigner tout le monde, les soigner bien et rapidement. Donc là, en fait, c'est ça. Je pense vraiment, il aurait fallu confiner fort et dur. Et maintenant qu'en fait, qu'ils ont commencé à rentrer dans une politique en fait qui est qui a un semi-confinement, qui est un couvre-feu à 18h d'ailleurs, qui n'a pas marché. Bon, voilà. Enfin, vous voyez, avec des réunions hebdomadaires qui servent pas à grand-chose. Évidemment, le frein là, il est enfin, pas négligeable, mais presque. Je vous dis, ça va juste servir à étaler en fait l'épidémie, à faire qu'on puisse prendre des malades en réanimation, et puis qu'ils sortent, et puis qu'on en prenne d'autres puisqu'on l'étale. La vérité de tout ça, c'est quand même qu'il y a encore 20% de gens qui meurent en réa. Donc ça veut dire que quand on accepte d'étaler ça, on accepte de passer les 100 000 morts. Voilà. Avec des temps de réanimation longs pour le Covid. Alors apparemment, oui, pour le variant anglais, ils sont des temps qui augmenteraient de 15 à 20%, des durées plus longues, une épidémie qui est un peu plus agressive en plus, qui diffuse plus vite. Donc oui, c'est voilà, sans compter effectivement d'autres variants qui peuvent Enfin, on ne sait pas comment ça va survenir. Il y a la question des écoles. On a entendu beaucoup le ministre de l'Éducation dire voilà, je ne fermerai pas les écoles, relayé hier soir par Olivier Véran qui a dit ce sera le dernier cap si on doit fermer les écoles. Et pourtant, on voit des écoles qui ferment parce que là aussi, les personnels ou parfois même les élèves sont infectés. On disait que jusqu'alors, les plus jeunes étaient protégés. A priori, ce ne serait plus le cas. Oh, si, quand même. Enfin, si en fait, en termes de... Je pense qu'autant, effectivement, pour le travail, tous les adultes, la balance bénéfice-risque, elle est quand même plutôt faire vers le télétravail, effectivement, vers un confinement important. Autant pour les enfants, l'école, je pense qu'effectivement, on a quand même montré que la transmission du virus se faisait de l'adulte vers l'enfant, et pas le contraire. Donc, en fait, ils ont une immunité telle qu'effectivement, ils ne vont pas diffuser beaucoup les épidémies. On le voit, effectivement. Alors, c'est vrai que maintenant, ils ont mis des seuils très bas pour fermer les écoles. Mais clairement, nous, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de... Alors, les transmissions, c'est toujours dans des milieux clos, on est d'accord, mais ça vient souvent des parents à l'extérieur avec le télétravail. Donc là, pour le moment, effectivement, pour les écoles, je dirais que je suis assez d'accord avec eux. La balance bénéfice-risque, elle est quand même en faveur, à mon avis, du maintien de l'école. Par contre, pour le travail, oui, un confinement complet des adultes, je pense que pour le coup, ça serait plutôt quand même sur un confinement. Voilà, plus sévère, plus strict. Plus sévère et plus strict, les patients qui arrivent aujourd'hui à Saint-Brieuc, par exemple, évidemment sans trahir de secrets médical, est-ce qu'ils sont plus jeunes que lors de la première vague? Est-ce qu'ils sont pareils ou plus âgés? Ils sont plus jeunes, effectivement. Là, on est sur des moyennes d'âge qui sont autour de 66 ans, alors qu'on était plutôt à 72 à la première vague, voire 75 sur Paris, où ils avaient au départ un peu de lit de réanimation, donc ils prenaient des gens un petit peu plus âgés. Malheureusement, oui, on a peur un petit peu qu'on retourne vers une sélection en fonction de l'âge et des antécédents des patients. Donc ça, c'est une catastrophe psychologique pour les soignants et pour les familles. Est-ce qu'ils sont accompagnés, les soignants, quand ils doivent faire ce choix de ne pas soigner, finalement, c'est cruel à dire, mais une personne parce que le bénéfice-risque n'est pas en sa faveur? Alors, c'est toujours en général l'avis de deux médecins. C'est-à-dire qu'on peut très facilement être d'accord et et rarement on n'est pas d'accord. Parce qu'en fait, quand même, les critères, c'est quand même sur le nombre. Il y a des antécédents qui sont vraiment. Maintenant, la maladie, en plus, on la connaît, donc on sait qui peut survivre en réanimation et qui ne peut pas survivre. Et donc, effectivement, si c'est pour entraîner une souffrance plus longue du patient et de la famille, bon, là, je crois que c'est assez simple. Là, c'est pas ça, moi, qui m'inquiète, c'est qu'à un moment, effectivement, on se retrouve, comme ils l'ont été dans l'Est et la PHP, c'est qu'ils soient en train de juger entre des patients qui, finalement, ont toutes leurs chances. Voilà, et là, qui peuvent survivre l'un et l'autre, et il y a un choix à faire. Et là, en fait, sur le manque de lits, voilà, on paiera encore ça. Sans compter qu'on a quand même beaucoup déprogrammé. À Saint-Brieuc, là, on commence à déprogrammer 30% de la chirurgie, vous voyez. Il n'y a pas le choix. On met en danger finalement d'autres malades de ne pas pouvoir être soignés, peut-être sur des pathologies qui réclament une intervention. Les deux premières causes de mortalité en France, c'est le cancer et les pathologies cardiovasculaires. Donc évidemment, quand on déprogramme, alors notamment ils vont par exemple les chimiothérapies, des traitements qui sont importants. Lorsqu'on déprogramme ça ou qu'on espace, si vous voulez, les rendez-vous, les chimiothérapies, on n'est plus dans les process habituels où on est sûr que ça va améliorer l'espérance de vie du patient. Donc évidemment, c'est une catastrophe.
Et tout ça encore, c'est une nouvelle fois à cause du manque de lits. Parce que si on manquait pas de lits, on pourrait faire un hôpital Covid quasiment et un hôpital tradi. Et puis on pourrait continuer de fonctionner s'ils avaient formé le personnel. Mais là, en fait, c'est pas ça. Là, on en est toujours, je veux dire, une logique capitaliste destructrice. Et encore une fois, là, on va tuer de l'humain et on va laisser en première ligne les soignants prendre des décisions à la place des politiques qui, eux, nous donnent peu de moyens, quoi. Les militaires viennent en renfort. Est-ce que ça suffit? En fait, oui, mais alors il faudrait construire des hôpitaux militaires partout. Et là, on n'a pas les moyens non plus. Ah bah non. Parce que l'armée aussi, globalement, a quand même perdu beaucoup en budget. Ouais. Si vous aviez, Olivier Véran, le ministre, votre ministre de tutelle, finalement, le ministre de la Santé, qu'est-ce que vous lui diriez là, sur l'urgence? Je lui dirais que depuis un an, en fait, globalement, ils avaient la possibilité d'agir, qu'ils l'ont pas fait. Donc maintenant, il est trop tard, on peut pas effectivement refaire les mêmes erreurs. Que ce qu'il peut maintenant déclarer, c'est que pour l'année qui vient, on va passer de 5 000 lits à 12 000 lits. Alors, ce serait probablement 5, puis 7, puis 8, un petit peu comme on est en train de faire pour le vaccin. Et puis qu'en 6 mois, on va former des infirmières à travailler en réanimation. Ce qui fait que déjà, la prochaine vague qui serait à l'automne, on sera prêt. Et que ce qu'il faut qu'ils se rendent compte, c'est que les décisions actuellement politiques qu'ils prennent, qui sont dues d'ailleurs à côté d'eux de gens qui gravitent, c'est l'élite bien pensante des PUPH parisiens, clairement, qui décident pour Marseille, qui décident pour la Bretagne, qui décident pour d'autres régions. Ça sans prendre compte finalement des spécificités. Mais sans connaître surtout ce que nous on vit sur le terrain. C'est des gens qui ne sont pas sur le terrain. C'est ça notre souci actuel. On n'arrive pas à se faire entendre. Et leur dire, si vous arrivez déjà à faire ça, on pourra ne pas déprogrammer, soigner les 2 premières causes de mortalité de France. Et si on a une épidémie Covid, on aura du personnel qui sera en nombre, qui sera alors peut-être vacciné, on espère tous d'ici là, mais et on pourra s'occuper des gens. Qu'est-ce que vous attendez quand vous avez donné 250 milliards aux entreprises pour qu'ils survivent et que nous, depuis moi 10 ans que je suis syndicaliste, tous les ans on nous reproche 1 ou 2 milliards. Et ils ont été capables d'en donner 250, vous voyez. Donc à un moment, il faut qu'on mette les priorités là où elles sont nécessaires. Et elles sont nécessaires en santé. Les 2 piliers d'un pays qui va bien, c'est la santé et l'éducation. Donc il y a un moment, il faut mettre les moyens. Et là, on les a. Enfin, tant qu'on les aura pas, on vivra des drames quotidiennement. Alors je suis pas forcément pessimiste. Moi, je suis habitué à vivre dans un pays qui est un pays qui va bien, avec des gens qui sont plutôt heureux. Même si on vit, comme je vous le disais, il y a une culture de l'égoïsme en France et on a raté probablement quand même une partie de notre éducation. Je pense que oui, il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout du bilan et surtout, ils sont capables de proposer des choses maintenant. Ils ont les moyens financiers de le faire. Donc à un moment, c'est un dogme, il faut sortir de ces dogmes. Et ça, à mon avis, il faudra quand même qu'à un moment, ils le payent dans l'urne. Voilà, et puis il faut que l'hôpital rentre dans le quoi qu'il en coûte. Complètement. Parce que là, on est en train de nous expliquer que quand ça va être fini, il va falloir qu'on fasse de sacrés efforts. Vous voyez. Et quand on nous le dit maintenant, c'est quand même dramatique. Il y aura eu un avant, un après Covid, c'est presque un lieu commun de le dire. Est-ce que vous, l'urgentiste, chaque jour, vous pensez à cet après en vous disant, voilà, je ne travaillerai plus pareil, je n'aurai plus le même regard sur le monde, sur les patients? Alors, je pense que non, si la population ne change pas en fait. C'est-à-dire que là, on a une population quand même qui a changé son fusil d'épaule, qui est prêt à laisser mourir des gens. Enfin, globalement, on est dans une espèce de politique à l'américaine qui est acceptable. Je pense qu'il n'y aura pas d'après en fait, honnêtement. Enfin, on n'est pas... moi, ça fait un petit moment que je fais ça et en fait, on en a vécu des crises et ça n'a jamais changé beaucoup. Je pense que peut-être on met de l'espoir dans la politique, pas celle actuelle, mais une politique qui sera un peu plus sociale et citoyenne, quoi. Voilà, les élections se profilent, on ne va pas parler directement politique ce matin. Oui, bien sûr, c'est un autre débat. Et là, pour le coup, je ne suis pas compétent, mais je pense que c'est quand même... c'est là que ça se joue, c'est pas autrement, quoi. En tout cas, je vous remercie. On a pris un peu plus de temps avec vous ce matin. On a choisi de le faire, Christian Brice, pour nous parler de ce que vous vivez aussi au quotidien et rappeler qu'il faut penser au personnel soignant. Un dernier mot, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos compatriotes, à nos concitoyens, voilà, pour vous aider, vous, le personnel soignant, en dehors d'applaudir? Oui, je crois qu'il faut qu'il soit vraiment très raisonnable. Là, il faut comprendre qu'on rentre dans vraiment une 3e phase, qu'en fait, on nous a habitués maintenant à parler depuis un an du Covid et des pathologies que ça entraînait. Je crois que comme on n'est pas
on n'est pas plus préparé qu'à la première vague. Il faut vraiment que les gens soient raisonnables, qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils prennent soin de leur famille, qu'ils prennent des associations. Ils peuvent vraiment augmenter leur nombre de contacts s'ils le souhaitent, de plutôt arrêter les réseaux sociaux et d'aller au contact de leur famille et de s'occuper d'eux. Je pense que ce serait déjà pas mal. Voilà, le message passe et je pourrais même peut-être ajouter que je sors de mon rôle de journalisme, de journaliste. Pensons à être en vrai, en contact, c'est quand même mieux. Merci en tout cas, Christian Brice, d'être venu jusqu'à nous ce matin. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital Yves Le Foll à Saint-Brieuc. Vous êtes également délégué régional de l'association des médecins urgentistes, l'AMUF, et vous êtes venu jusqu'ici ce matin. On a gardé nos distances et nos masques pas trop loin, même si on les enlève pour parler dans le micro. Merci beaucoup et bon courage et belle journée. Merci, belle journée à vous. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.